Être célèbre n'est pas toujours facile, surtout de nos jours. Quand des journalistes et des caméras traquent tous vos mouvements, le moindre écart de conduite est immédiatement porté sur la place publique. Je n'ai pas eu de relation sexuelle avec cette femme. Bien sûr, dans le lointain passé, ceux qui gouvernaient n'avaient pas ce problème. Ils n'avaient pas à se soucier des paparazzis ou des téléobjectifs qui risquaient de révéler leurs petits secrets. Ils étaient à l'abri des gros titres et de la presse à scandale. Du moins jusqu'à aujourd'hui. Nous avons voulu donner l'occasion aux médias d'aujourd'hui de mettre le nez dans les affaires des personnages les plus illustres de l'histoire. Il sera donc ici question de meurtre, de torture et de viol. Rien que de très banal pour des empereurs romains. Outre le sexe et les scandales, les médias modernes n'aiment rien tant que de voir s'affronter les puissants de ce monde. Qu'il s'agisse d'une querelle entre têtes couronnées, d'une concurrence acharnée entre hommes d'affaires ou des guerres de gangs qui agitent la pègre, les luttes de pouvoir font toujours les choux gras de la presse. En la matière, l'Empire romain aurait fourni d'excellents sujets. À l'époque, cette guerre opposait les Juliens et les Claudiens, deux familles qui se détestaient et qui gouvernèrent le monde antique pendant près de 120 ans. Dire qu'ils ont écrit une des pages les plus tourmentées de l'histoire de Rome ne serait pas exagéré. Tels les Montaigu et les Capulet, les Jets et les Sharks, ces deux dynasties rivales, se sont affrontés dans une lutte sans merci. Il existait alors d'autres clans, mais à l'époque, ce sont eux qui tenaient le haut du pavé. C'était un cas typique de rivalité entre des gens qui avaient tout, l'argent, le pouvoir, la naissance. Et si on met de côté tous les petits incidents et conflits internes dont on a connaissance, qui étaient tous liés au pouvoir et qui duraient depuis des siècles, ce qui énervait vraiment chez les Juliens, c'était la façon dont ils se targuaient de descendre directement de Vénus. Comment les médias d'aujourd'hui auraient-ils traité ces troubles histoires de crimes et de corruption? Rosie Boycott, une ancienne rédactrice en chef, a sa petite idée sur la question. Je pense que la presse se moquerait d'eux et de l'absurdité de leur style de vie, leurs amours, leur façon de manger, de s'habiller et surtout leurs airs pompeux. Vu la manière dont l'Empire romain fonctionnait, je ne crois pas que les journalistes les auraient attaqués de front sur la corruption, car ça leur aurait valu d'être jetés au lion. La meilleure solution aurait été de leur faire honte, de dénoncer leur ridicule. L'humour et le sarcasme ont le pouvoir de rendre certaines choses avec beaucoup plus d'intelligence que tous les éditoriaux. Tout a commencé aux ides de mars de l'an 44 avant Jésus-Christ, avec la mort brutale de Jules César, le plus célèbre de tous les Juliens. Après sa disparition, c'est son fils adoptif de 19 ans, Caius Octavius Turinus, mieux connu sous le nom d'Octavien, qui se retrouve sous le feu des projecteurs. Son destin est scellé par un formidable coup du sort. Il était devenu un des préférés de Jules César, et il était en fait son petit-neveu. La sœur de Jules César, Julia, était mariée à Attius Balbus, avec qui elle avait eu une fille appelée Attia. Et Attia était la mère d'Octavien. Il était très beau, et comme son grand-oncle, c'était un militaire accompli, un garçon très prometteur. Je crois d'ailleurs qu'il avait avec lui de grandes affinités spirituelles, et c'est la raison pour laquelle Jules César l'a adopté par testament. Mais il était très jeune. En 44 avant Jésus-Christ, Octavien n'avait que 19 ans, et il était entouré de beaucoup de requins. Des hommes qui se trouvaient dans la place depuis plus longtemps que lui. Certains d'entre eux, même s'ils faisaient partie de sa famille, étaient ses rivaux pour gouverner Rome. C'étaient des gens très riches qui voulaient tous avoir la plus haute fonction.
Un de ces hommes assoiffés de pouvoir n'était autre que Marc-Antoine. Après avoir survécu aux ravages d'une folle jeunesse, ponctuée de beuveries, de dettes de jeu et de liaisons scandaleuses, celui-ci était devenu un fringant commandant. Puis, il avait gravi les échelons pour enfin devenir le maître de cavalerie de César. Marc-Antoine était le genre d'homme qu'il valait mieux ne pas contrarier. Lorsque le grand orateur Cicéron eut la mauvaise idée de le décrire comme une épave imbibée d'alcool et obsédée par le sexe, Marc-Antoine envoya quelques-uns de ses amis lui dire un mot. Ce qu'ils firent, avant de le tuer et d'exposer sa tête sur la place publique, la langue percée des épingles à cheveux dorés de Fulvie, la femme de Marc-Antoine. Voilà qui aurait fait réfléchir à 2 fois les dessinateurs les plus acerbes de notre époque avant de prendre la plume. Tandis qu'en Égypte, Marc-Antoine vivait avec la reine Cléopâtre une liaison passionnée, Octavien s'occupait de se construire une base politique à Rome. L'arrogance de Marc-Antoine le desservit. Son histoire d'amour torride avec une reine étrangère le flattait, mais elle était très mal vue. Elle causa finalement sa perte lorsqu'Octavien envoya une armée contre lui et qu'il perdit la bataille d'Actium en 31 avant Jésus-Christ. Acculé, abandonné par tous, Marc-Antoine se suicida, bientôt imité par Cléopâtre, qui, ivre de douleur, se donna la mort en se faisant mordre par un serpent venimeux. Octavien avait gagné. Il lui fallait maintenant l'autorité nécessaire pour prendre le pouvoir, et il montra qu'il était l'homme de la situation. Il devint le maître absolu, ainsi que le premier empereur de Rome, sous le nom de César Auguste. Ensuite, très habilement, il a proclamé « Non, je ne veux pas le pouvoir absolu. Je crois au retour de la République. Je veux vous rendre tous les pouvoirs. Je ne suis que le serviteur de nos formidables institutions. » Il a donc manœuvré de façon très intelligente en s'assurant un pouvoir absolu sans être vu comme un dictateur. Ça l'a rendu très populaire et ça lui a permis d'obtenir toujours plus de pouvoir et de faire tout ce qu'il voulait. Son règne, considéré comme l'âge d'or de l'Empire, apporta paix et prospérité pendant 40 ans. Mais la question épineuse de sa succession se posait toujours. Pour obtenir le pouvoir, Auguste avait accepté de divorcer et d'épouser Livia Drusilla, une Claudienne dure et conspiratrice. Théoriquement, Julien et Claudien étaient donc unis, mais par le même type d'union que forgent aujourd'hui les partis politiques. En d'autres termes, jusqu'à ce que l'opportunité de prendre le pouvoir se présente. La personnalité de Livia occupa dès lors une place importante. Elle fut la première femme de l'histoire romaine à détenir de l'influence et du pouvoir et à en jouer avec les hommes. À travers l'histoire, les hommes se sont toujours sentis menacés par les femmes. Pourquoi y a-t-il toujours eu des lois pour que seuls les hommes héritent, deviennent rois ou reçoivent un domaine, même s'ils n'étaient pas les aînés? Les hommes voulaient préserver leur statut. Ils ne voulaient pas de femmes influentes. À chaque fois qu'une femme a obtenu le pouvoir, on a eu tendance à la présenter sous un jour romantique, voire même à la sexualiser. Voyez ce que l'histoire a fait de Boadicée ou Boudica, comme on l'appelle maintenant. On en a fait une sorte de femme glamour de l'âge de pierre, façon Ursula Andress. En fait, on ne sait pas quoi faire de ces femmes, parce qu'elles ne rentrent pas dans le moule de l'histoire. Livia était une conspiratrice qui n'avait rien à envier aux hommes politiques du XXe siècle. Libre de toute presse pour poser des questions embarrassantes, elle se mit à l'œuvre pour s'assurer que ce serait son fils Tibère, un Claudien, qui succéderait à Auguste. En cela, elle fut aidée par la mort du principal candidat Julien à la succession. Marcellus, le neveu préféré d'Auguste, mourut soudainement d'empoisonnement en 23 avant Jésus-Christ. Cette disparition était très étrange et ce ne fut pas la dernière fois que les soupçons se portèrent sur Livia.
Bien sûr, de nos jours, les limiers des médias n'auraient jamais abandonné une telle affaire avant d'avoir obtenu des réponses. La presse aurait même été encore plus intéressée par ce qui se passa ensuite. Les deux autres favoris du clan Julien étaient les petits-fils d'Auguste, Caius et Lucius. Hélas, tous deux moururent également d'empoisonnement pendant leur jeunesse. Beaucoup pensèrent que Livia avait encore frappé. Bien que sans preuve, les Juliens n'avaient aucun doute sur la culpabilité de Livia et de son fils, qui avaient beaucoup à y gagner. Quoi qu'il en soit, Livia ne versa pas une larme à la mort des deux jeunes hommes. Ses successeurs potentiels tombant comme des mouches, Auguste n'avait plus vraiment d'autre choix que de nommer Tibère. Il le fit à contre-cœur et à une seule condition. Tibère devait adopter Germanicus, le neveu d'Auguste, plus âgé que Drusus, le fils naturel de Tibère. C'est donc Germanicus qui serait appelé à remplacer ce dernier à sa mort. Pourquoi Auguste avait-il choisi Germanicus? Parce qu'il était marié à sa petite-fille Agrippine, une Julienne. Auguste trouva un autre moyen de s'assurer qu'un Julien lui succéderait. Il nomma son troisième petit-fils adoptif, Agrippa Postumus, cohéritier de Tibère. Cela s'avéra une très mauvaise idée. Livia détestait Agrippa, bien sûr, car il représentait un obstacle pour ses ambitions claudiennes. Et pour ne rien arranger, c'était un homme grossier et arrogant pour lequel Auguste lui-même finit par nourrir une défiance et une aversion totale. En fait, il avait pour lui une telle antipathie qu'il l'envoya en exil en l'an 6 après Jésus-Christ. En exil, Agrippa mourut brusquement et il n'est pas difficile d'imaginer qui fut suspecté. Selon certains historiens, c'est en fait Livia, la femme d'Auguste, qui en avait après lui. Elle ne l'avait jamais aimé et elle avait un mobile. S'en débarrasser pour laisser le champ entièrement libre à Tibère. Quelle est la clé de ce meurtre? Qui l'a commis? Tibère a déclaré « Ce n'est pas moi, je n'ai donné aucune instruction, je n'ai rien à voir avec ça. C'est terrible, il faut trouver le coupable. » Puis, dans tout le tumulte, Livia et Tibère ont dit « Tout ça figurait dans le testament d'Auguste. » Et c'est vrai qu'Auguste avait écrit « Après ma mort, Agrippa Postumus devra être évincé. Je ne veux pas qu'il me succède. » Et au milieu de toute cette confusion, c'était l'alibi parfait pour faire sauter le dernier verrou qui empêchait Tibère d'être l'héritier. Je pense donc que d'une manière ou d'une autre, la responsabilité en revient vraiment à Tibère et à sa chère maman, Livia. Agrippa Postumus avait bien mérité son nom, et la redoutée Livia pouvait compter un nouveau coup à son actif. Livia reste une énigme. Elle menait une vie extrêmement chaste et vertueuse. Auguste fit même ériger des statues en son honneur. Mais en dehors de cela, elle était sans pitié quand il s'agissait de défendre les intérêts des Claudiens. Il y eut un dernier rebondissement dans la légende d'Auguste. On raconte que Livia alla jusqu'à assassiner son mari en l'an 14 après Jésus-Christ pour hâter l'accession de son fils au pouvoir. L'arme du crime? Des figues empoisonnées. Pour ses nombreux ennemis, Livia était une veuve noire malfaisante, dont la toile était tissée d'intrigues et de meurtres. Mais elle n'avait pas encore terminé. Livia arriva à ses fins et Tibère succéda à Auguste en l'an 14 après Jésus-Christ. Il n'y avait peut-être pas de télévision pour diffuser ses discours populistes ou de journaux pour publier ses chroniques, mais Tibère fit, semble-t-il, de son mieux pour confirmer l'adage moderne « le pouvoir corrompt ». Même son armée le détestait, à tel point que ses légions stationnées le long du Rhin se mutinèrent.
Ayant lui-même été soldat, Tibère ne savait que trop qu'un empereur qui n'a pas l'armée derrière lui ne dure pas longtemps. Il envoya donc son fils adoptif Germanicus mater la rébellion. Germanicus était extrêmement populaire. Il était grand et beau, et sa morale, tout comme son mariage, était irréprochable. De plus, c'était un général hors pair. C'était le héros de l'Empire. Germanicus emmena sa femme Agrippine et son fils Caius avec lui. Agrippine était une dure à cuire. Franche et ambitieuse, elle était la petite fille d'Auguste et la fille du grand général Marcus Agrippa. Les soldats l'adoraient, mais ils aimaient encore plus Caius qu'ils surnommaient Caligula. Caligula signifie petite botte. Il portait des toutes petites bottes militaires. Et quand il était enfant, les troupes le promenaient souvent dans le camp comme une mascotte. Rusé, Germanicus vit là l'occasion de soumettre ses soldats endurcis à son autorité. Il ordonna à sa femme et à son fils de quitter le camp. Les soldats le supplièrent de les y ramener, ce qu'il s'engagea à faire si les meneurs de la mutinerie lui étaient livrés. Dès lors, la révolte fut terminée, l'ordre rétabli, et le petit Caligula rendu aux troupes qui l'aimaient tant. Germanicus resta dans la région du Rhin pendant plusieurs années, menant des campagnes qui apportèrent peu à l'Empire, mais qui lui valurent d'être respecté et adulé par le peuple romain. C'était exactement ce que le vieil Auguste avait souhaité. La cote de Germanicus et de son épouse Julienne continuait à monter, tandis que Tibère, le Claudien, était de moins en moins populaire. Heureusement pour ce dernier, les sondages d'opinion n'existaient pas encore. Tibère devint de plus en plus méfiant et sans doute jaloux de son successeur désigné. Même sans le soutien que lui aurait apporté la presse moderne, Germanicus, le héros national, beau et intelligent, était bien plus populaire que l'empereur. Comparé à Germanicus, Tibère était un vieil homme revêche, têtu et maussade. Il avait vieilli avant l'âge et avait un caractère très excentrique. Ça l'avait vite rendu très impopulaire, aussi bien au sein de sa propre caste qu'auprès du peuple de Rome ou au-delà des murs de la ville. Germanicus était donc pour lui une menace, socialement, culturellement, politiquement, et c'était son principal rival. Il avait l'armée avec lui. Tibère l'envoyait donc par bons et par vous. Dès qu'il pouvait l'éloigner de Rome, il le faisait. En l'an 19 après Jésus-Christ, Germanicus fut envoyé au Moyen-Orient avec son armée. Là-bas, il rendit visite à Pison, gouverneur de Syrie et membre d'une des cohortes favorites de Tibère. Peu après, le grand héros national fut victime d'un empoisonnement. Son état se dégrada rapidement et il mourut. Les rumeurs d'assassinat se répandirent comme une traînée de poudre. Pison était la créature de Tibère. Il était là pour causer toutes les difficultés possibles à Germanicus. Il le calomniait, donnait des ordres contraires aux siens, tournait les gens contre lui. Les choses sont allées très vite et Germanicus s'est retrouvé plié en deux par d'horribles douleurs. Il n'était pas encore mort que ses amis et lui désignaient déjà Pison comme responsable. Bien sûr, rien ne put jamais être prouvé. Mais Agrippine, éplorée, revint à Rome avec les cendres de son mari et ne perdit pas de temps pour faire savoir qu'elle accusait Tibère de cette mort. Beaucoup de gens pensaient comme elle. Tibère fut donc obligé de poursuivre Pison en justice. Et quelle surprise! Celui-ci eut la bonne idée de se donner la mort avant le début du procès. Tibère était donc lavé de tout soupçon, tandis que dans l'ombre, sa mère Livia devait afficher un sourire satisfait. Germanicus écarté, la voie était libre pour que Drusus, le fils naturel de Tibère, se voie attribuer le titre de prince héritier.
Une succession claudienne semblait donc assurée, tant que Drusus restait en vie. Pendant ce temps, Agrippine continuait d'être un sujet d'irritation pour l'empereur. Cette femme qui le détestait était courageuse, ne mâchait pas ses mots et était en outre la veuve d'un héros populaire. Elle occupa bientôt une place centrale dans le camp des Juliens et avait bien trop d'importance pour qu'on puisse se débarrasser d'elle discrètement. Il fallut 10 ans à Tibère pour en venir à bout. Cependant, Tibère avait trouvé d'autres moyens de tuer le temps que de comploter pour assassiner ses ennemis. Tibère était un homme très érudit. Il s'était retiré sur l'île de Capri pour se consacrer à ses études. Mais il avait aussi des penchants très licencieux et sa villa est devenue un lieu de débauche. Loin du continent, il pouvait faire ce qu'il voulait et il s'en est donné à cœur joie. La presse est un outil extraordinaire qui assure de nombreuses fonctions au sein de la société. J'ai toujours en tête l'image d'un sablier. Le monde se trouve dans la partie haute. Vous, le rédacteur en chef, et votre équipe, vous êtes au milieu. Et en bas, il y a le journal. Et tous les jours, vous prenez le monde et vous le faites passer par le milieu. C'est une responsabilité énorme et chaque matin j'étais bien consciente que nous allions toucher dans notre cas plusieurs millions de personnes. C'est un pouvoir dont on peut se servir lorsqu'on est témoin de quelque chose de très grave. Pendant ce temps, à Rome, c'était Séjan, un préfet de la garde prétorienne, qui se chargeait de la sale besogne de Tibère. Doté d'une ambition impitoyable, il était l'homme de main idéal. Il accomplissait sa tâche, qui consistait à anéantir toute opposition à l'empereur avec un plaisir évident. Séjan était rusé et très compétent. Ce n'était pas un personnage très agréable. Il dirigeait un groupe d'hommes qui aimaient le pouvoir et s'en servaient quand ils le jugeaient approprié. Ils étaient responsables de la sécurité de l'empereur et du maintien de l'ordre. Mais le pouvoir, surtout absolu, finit par corrompre. Et en effet, Séjan a vu là une opportunité de servir ses ambitions. Et bien sûr, à chaque exécution, bannissement, exil ou soi-disant suicide, les soutiens d'Agrippine se faisaient de plus en plus rares. Finalement, en 29 après Jésus-Christ, ce fut son tour d'être arrêtée, jugée et exilée sur l'île de Pandateria où elle mourut de faim. Officiellement, on parla de suicide, mais personne ne douta réellement que Tibère avait donné l'ordre de ne plus lui donner à manger. Tandis que Tibère se distrayait à Capri, ces gens continuaient à faire régner la terreur sur Rome. Mais il était le genre d'homme à se faire de nombreux ennemis, et son ambition démesurée finit par le perdre. Un jour, une âme bien intentionnée fournit à Tibère la preuve que son préfet complotait contre lui. Ces gens avaient peut-être été un serviteur fidèle, mais cela ne signifiait rien pour Tibère, qui donna ordre au Sénat de le supprimer au plus vite. Pour être sûr d'être tranquille, Tibère fit aussi tuer la plupart de sa famille et de ses amis. Parmi ses victimes innocentes figuraient les jeunes enfants de ces gens. Tibère avait donc éliminé ses opposants politiques, mais il était vieux et il n'avait maintenant plus de candidat pour lui succéder. Son fils Drusus était mort en 23 après Jésus-Christ. Il avait assassiné son propre neveu Germanicus, sa femme Agrippine et 2 de leurs fils. Mais il en restait un, il s'appelait Caius, et enfant, il avait été la mascotte de l'armée du Rhin, qu'il avait surnommé Caligula. Quels qu'aient été les sentiments de Caligula envers Tibère, il se garda de les exprimer. À l'adolescence, Caligula avait perdu presque toute sa famille. Il n'avait plus que ses sœurs. Il avait baigné dans un environnement de meurtre et de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la maltraitance. Si vous ajoutez à ça le fait qu'il souffrait probablement d'épilepsie, comme le reste de sa famille, on peut penser qu'il avait développé un dédoublement de personnalité. Ses pensées et ses émotions n'étaient plus reliées entre elles.
En outre, plus personne n'exerçait d'autorité sur lui. À partir du moment où il n'a plus eu auprès de lui son arrière-grand-mère Livia ou sa grand-mère Antonia, il n'a plus eu de contraintes morales. Enfin, il était sûrement atteint d'encéphalite. Tous ces facteurs ont fait qu'il était mentalement complètement incontrôlable. Tandis que Tibère, ravagé par le poids des années et de la débauche, voyait sa santé se dégrader, Caligula attendait son heure, remplaçant fidèlement le vieil homme au Sénat. En mars de l'an 37 après Jésus-Christ, Tibère rendit son dernier souffle. Macron, le nouveau préfet de la garde prétorienne, aida sans doute quelque peu la nature en étouffant le vieil homme avec un coussin. Les sénateurs romains entérinèrent sans discuter l'accession de Caligula à la tête de l'Empire. Il ne restait qu'un petit détail. Contre toute attente, Tibère avait désigné dans son testament son petit-fils Gemellus comme cohéritier de Caligula. Ce qui n'était pas pour arranger ce dernier. Caligula accueillit son jeune cousin les bras ouverts, l'adopta et se hâta de le faire exécuter. Par chance, le règne de Caligula fut court, moins de 4 ans, mais il fut particulièrement cruel et sanglant. Rome semblait être tombée entre les mains d'un fou, à côté duquel Tibère le débauché faisait figure de saint. Les débuts furent prometteurs, car Caligula n'était pas idiot. Il remit de l'ordre dans la vie publique de la cité et augmenta sa popularité en mettant un terme au procès pour trahison et en rappelant des Juliens qui avaient été bannis sous le règne de Tibère. Mais cela ne dura pas. Le comportement de l'empereur devenait chaque jour plus étrange. Il a offert des bijoux somptueux à son cheval, Incitatus, pour lequel il avait fait construire une écurie de marbre avec des meubles. Il l'a même nommé prêtre, parce qu'une prophétie disait « Tu as autant de chances de devenir empereur que de traverser la baie de Naples à cheval ». Et donc, il a fait construire un ponton d'un côté à l'autre de la baie et l'a traversé sur le dos d'Incitatus. Comme s'il n'y avait pas eu déjà assez de preuves de l'instabilité mentale de l'empereur, celui-ci fut de plus frappé par une grave maladie cérébrale. Ben mince alors! Lorsqu'il se rétablit, les Romains commencèrent à prendre l'entière mesure de son sadisme et de sa mégalomanie. Grand, pâle et maigre, Caligula était prématurément chauve, ce qui l'affectait beaucoup. Regardez, même par mégarde, le crâne impérial était passible de la peine capitale. Les courtisans, que la nature avait dotés de longues boucles, eurent la sagesse d'adopter la même tonsure que l'empereur. Même s'il était dégarni au niveau de la tête, le reste de son corps était recouvert d'une épaisse toison. Aussi était-il interdit de prononcer le mot chèvre en sa présence. Caligula aurait fait le bonheur des caricaturistes d'aujourd'hui. Encore une, Caligula! Et même s'il y avait une forme de média, puisque les gens écrivaient des histoires, des livres, traçaient des graffitis, ceux qui se faisaient prendre savaient qu'ils étaient fichus. Ils savaient qu'il ne leur restait que quelques heures à vivre. C'était une situation où il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant, et c'était l'empereur. Ça peut être difficile de résister à l'establishment qui veut influencer le contenu de votre journal. Car quand il s'agit du gouvernement, c'est lui qui vous fournit une grande partie de vos sujets. Le gouvernement et les conseillers politiques distribuent les sujets aux journaux, un peu comme des bonbons. Parfois comme des récompenses, parfois comme des pots de vin. Pour se faire bien voir de l'empereur, les riches se mirent à le faire figurer dans leur testament. En retour, il fit ce qu'on pouvait attendre de lui. Il précipita leur mort. Le souverain était friand de procès pour trahison, au terme desquels les condamnés perdaient non seulement la vie,
mais aussi leurs biens. Voilà le terrible moyen qu'avait trouvé Caligula pour financer ses dépenses exorbitantes. Lui et son entourage inventaient des accusations contre des gens très riches afin de mettre la main sur leurs possessions et continuer à mener leur vie de débauche. Plus ils avaient d'argent, plus ils avaient de pouvoir et plus ils pouvaient payer le soutien de ceux dont ils avaient besoin, sans aucune limite. Un jour, qu'un de ses ennemis de l'État s'avéra être sans le sou, on raconte que Caligula aurait soupiré « Quel dommage, il est mort pour rien ». Caligula était à l'évidence fou. Il fallait l'arrêter et des complots se tramaient contre lui. Beaucoup échouèrent, mais l'empereur dément finit par affronter son destin. Le 24 janvier de l'an 41 après Jésus-Christ, il fut assassiné par Cassius Chaerea, un vieux soldat qui avait succédé à Macron au poste de préfet de la garde prétorienne. Ce dernier étant tombé en défaveur avec les conséquences qu'on peut imaginer. Caligula avait pris l'habitude de se moquer des airs efféminés et de la voix aiguë de Cassius Chaerea. Visiblement, celui-ci finit par en avoir assez. Chaerea poignarda Caligula dans un couloir du palais. Il n'aurait sans doute pas été nécessaire de le larder de 30 coups de couteau pour l'achever, mais le préfet et ses hommes voulaient être sûrs qu'il ne l'avait pas raté. Pour faire bonne mesure, ils massacrèrent également sa femme et fracassèrent le crâne de sa petite fille. Rome, débarrassée du tyran, se réjouit. Mais qui devait lui succéder? Caligula n'avait pas de fils et dans la confusion qui suivit sa mort, c'est son oncle Claude qui fut proclamé empereur. On a trouvé Claude recroquevillé de peur derrière un rideau du palais. Quelqu'un a écarté la tenture et il était là. Ils se sont dit qu'il ne serait pas un danger, qu'il pourrait le manipuler. Ils l'ont sorti de là, l'ont hissé sur leurs épaules et l'ont proclamé empereur. Ayant vu ce qui était arrivé à Caligula, Claude prit soin de s'entourer de gardes et d'espions. Ils étaient très efficaces et ne déjouèrent pas moins de 6 complots pendant les 12 années que dura son règne. Des centaines de gens le payèrent de leur vie. Claude avait cependant l'habitude quelque peu déroutante d'oublier qui il avait condamné à mort. Il lui arrivait donc de demander à ses serviteurs où se trouvaient ceux qu'il avait fait exécuter et pourquoi ils n'étaient plus là. Mais ce n'était qu'un exemple parmi d'autres de son étourderie. Il avait aussi la fâcheuse manie de s'endormir et de ronfler pendant les repas, jusqu'à ce que ses invités le rappellent à l'ordre en le bombardant à coups d'olives et de dattes. Réveille-toi, mon pote! Il a survécu parce que personne ne voyait en lui une menace. Il a survécu à Tibère et à Caligula. Il a aussi survécu à toutes les machinations des femmes de la famille impériale, de ses gens et de tous les autres ambitieux de la cour. C'est ce qui l'a sauvé. Les ragots auraient pu épargner le règne de Claude si celui-ci n'avait pas fait des choix aussi désastreux en matière de mariage. Il divorça de sa première femme, Plotia Urgulanilla, l'accusant de lubricité scandaleuse et de meurtre. Par lubricité scandaleuse, entendez adultère. Son second mariage avec Aelia Paetina, une femme assez terne, déboucha aussi très vite sur un divorce. Sa troisième femme, Messaline, était encore adolescente lorsqu'il l'épousa et Claude était loin d'être l'amant idéal dont pouvait rêver une jeune fille. Claude fermait les yeux sur les infidélités de sa jeune épouse. Mais Messaline finit par dépasser les bornes. Elle se maria en secret avec Gaius Silius, un homme puissant et populaire, et le couple commença à comploter contre Claude. Claude le découvrit et répliqua sans tarder. Il fit assassiner Silius et ordonna à Messaline de se suicider. Comme celle-ci ne parvenait pas à s'y résoudre, ses gardes l'y aidèrent gentiment. Claude était en train de manger lorsqu'on lui apprit la nouvelle de sa mort. Son seul commentaire fut « Passez-moi le vin ». Claude prit pour quatrième femme Agrippine la jeune, la sœur de Caligula. Elle était sa nièce et c'était donc, selon les normes d'aujourd'hui, un mariage incestueux.
En fait, c'était aussi le cas au regard des normes romaines, mais les empereurs obéissent à leurs propres lois et en public, Claude parlait toujours d'Agrippine comme de sa fille. Agrippine la jeune n'était pas comme Messaline. Elle n'était pas assoiffée de plaisir, mais de pouvoir, à la fois pour elle-même et pour le fils qu'elle avait eu d'un premier mariage, Lucius. Elle persuada son mari, qui l'adorait, d'adopter Lucius et de le faire entrer dans le clan claudien sous le nom de Néron. L'étape suivante consistait à convaincre le vieil homme d'autoriser Néron à épouser sa fille Octavie. Mais il y avait un léger problème. Octavie était déjà fiancée à un charmant jeune homme. Agrippine la jeune se débarrassa de lui en s'arrangeant pour qu'il soit accusé d'inceste avec sa sœur. À présent, plus rien n'empêchait Néron d'épouser sa sœur adoptive. Ouais, première page. Agrippine la jeune sut se montrer convaincante et l'empereur donna sa bénédiction au mariage. Claude venait d'un seul coup de déshériter son fils naturel, Britannicus. Mais vers la fin de son règne, le vieil homme commença à avoir des regrets. Agrippine comprit que si elle n'agissait pas, tous ses projets pourraient s'écrouler. Dans la nuit du 13 octobre de l'an 54, Claude mourut subitement. Il semble qu'il n'ait pas très bien digéré les délicieux champignons qu'Agrippine lui avait préparés. Comme a dit par la suite Néron, les champignons sont la nourriture des dieux, puisque Claude est devenu dieu en mangeant des champignons. Claude ayant quitté la scène, c'était au tour de Néron de faire son entrée. Le dernier des Julio-Claudiens et encore un despote tristement célèbre pour sa folie. Pourtant, les premières années de règne de Néron, guidées par les sages Sénèque et Burrus, furent un exemple de bonne administration. Ce sont en effet ces deux hommes, Sénèque et Burrus, qui exerçaient le pouvoir et distrayaient le jeune empereur. Néron était jeune quand il est devenu empereur, et il était encore adolescent. Ils se sont donc chargés de le divertir et de l'éduquer. Il travaillait et prenait les décisions les plus importantes sans lui, car il voulait remettre l'Empire sur les rails. Et ça a très bien fonctionné. En fait, les premières années de Néron ont été parmi les plus remarquables après le règne d'Auguste. L'empereur tomba cependant dans la débauche, la tyrannie et la folie absolue à une vitesse vertigineuse. Agrippine était révulsée par le luxe et la débauche dans lesquels vivait Néron. Elle fit tout pour que cela ne se sache pas officiellement, mais ne se gêna pas pour en parler tout autour d'elle à la cour. Grave erreur. Pour Néron, Agrippine devint rapidement un fardeau. Que peut faire un fils lorsque sa mère le gêne? Il essaya de l'empoisonner, mais échoua. Puis, il voulut la noyer, mais échoua encore. Cette femme ne voulait décidément pas rendre l'âme. Enfin, en l'an 59 après Jésus-Christ, Néron décida d'envoyer des hommes de main finir le travail. On raconte qu'Agrippine aurait soulevé ses vêtements et leur aurait suggéré de la frapper au ventre, là où elle avait jadis porté son monstre de fils. Dès lors, Néron échappa à tout contrôle. Ses orgies étaient toujours plus grandes et plus délurées. Il divorça de sa première femme, Octavie, puis la fit assassiner et présenta sa tête sur un plateau à sa maîtresse. Il épousa cette dernière, puis la fit tuer à son tour. Ces empereurs semblaient n'avoir aucun scrupule à montrer leur nature perverse et sadique à leur entourage. En fait, dans le cas de Caligula et de Néron, c'était de l'exhibitionnisme. Ils voulaient que les autres assistent à leurs frasques, ou plutôt, les autres étaient si insignifiants pour eux qu'ils ne comptaient pas, et eux faisaient ce qu'ils voulaient. Pour beaucoup d'écoliers, Néron est celui qui, en l'an 64 après Jésus-Christ, a regardé Rome brûler en jouant de la lyre. C'est sans doute une rumeur qu'on a fait circuler après coup.
C'est une histoire plus que douteuse, mais il existe néanmoins des récits de l'époque selon lesquels Néron aurait été vu tout en haut des murs de la ville chantant la destruction de Troie. Il n'était pas en train de se ronger les ongles et de s'arracher les cheveux en se disant « Oh mon Dieu, que se passe-t-il » Visiblement, dans une certaine mesure, il appréciait le spectacle. C'est sûr qu'il était un peu tordu. Pourtant, il faut savoir qu'il a fait des efforts pour venir à bout du feu dans certains quartiers de Rome. Allez, allez! Néron accusa une petite secte de l'Est de l'Empire, les chrétiens, d'avoir allumé l'incendie. Nombre d'entre eux furent crucifiés ou sacrifiés aux bêtes sauvages des jeux du cirque. Ce fut le début d'une persécution systématique qui dura près de 300 ans. Néron avait toujours aimé la scène, et en l'an 67 après Jésus-Christ, il partit faire le tour de la Grèce, interprétant ses propres œuvres musicales et poétiques. Il participait à des concours, et personne n'était surpris de le voir gagner à chaque fois. J'adore! C'est super, super! Mais lorsqu'il revint à Rome, il se retrouva dans une situation très dangereuse. Néron était parti en Grèce poursuivant son ambition de se faire connaître comme athlète aux Jeux Olympiques. Il se voyait vraiment comme un acteur, un athlète, une superstar. Pendant qu'il était en Grèce, donc, il n'y avait personne pour gouverner Rome. Une foule de gens très ambitieux s'y pressait et l'anarchie s'est vite installée. Néron est revenu et les persécutions ont continué. Il faisait assassiner des sénateurs pour leur voler leurs biens. Et Rome était également touchée par la famine. La tension sociale a continué à monter. Ensuite, plusieurs branches de l'armée ainsi que la garde se sont révoltées et lui ont retiré leur soutien. C'était l'anarchie. Néron savait ce qu'on attendait de lui et pour une fois, il ne déçut personne. Le 9 juin de l'an 68 après Jésus-Christ, après avoir été désavoué par le Sénat, il se suicida. Ses derniers mots furent « Quel artiste périt avec moi ?» Un avis qui était loin d'être partagé par tous. Je pense qu'au XXe siècle, dans notre histoire très récente, on peut faire un parallèle entre les clans des Juliens et des Claudiens et ceux des Spencer et des Windsor. Dans les deux cas, il y a des mariages politiques entre deux dynasties. Il est question d'argent, de statut. Les choses ne sont pas aussi exacerbées aujourd'hui, bien sûr, parce que la reine et la famille royale n'ont pas le pouvoir absolu. Néanmoins, on peut faire un parallèle entre les deux, même s'il est très subtil. Avec la mort de Néron, la lignée des Julio-Claudiens s'achève. Pendant plus d'un siècle, les deux clans s'étaient battus pour Rome comme des chiens qui se disputent un os, ravageant la ville sans se soucier de ses habitants. La presse est un outil extraordinaire qui assure de nombreuses fonctions au sein de la société. J'ai toujours en tête l'image d'un sablier. Le monde se trouve dans la partie haute. Vous, le rédacteur en chef, et votre équipe, vous êtes au milieu. Et en bas, il y a le journal. Et tous les jours, vous prenez le monde et vous le faites passer par le milieu. C'est une responsabilité énorme et chaque matin j'étais bien consciente que nous allions toucher dans notre cas plusieurs millions de personnes. C'est un pouvoir dont on peut se servir lorsqu'on est témoin de quelque chose de très grave. Pendant ce temps, à Rome, c'était Séjan, un préfet de la garde prétorienne, qui se chargeait de la sale besogne de Tibère. Doté d'une ambition impitoyable, il était l'homme de main idéal. Il accomplissait sa tâche, qui consistait à anéantir toute opposition à l'empereur avec un plaisir évident.
Séjan était rusé et très compétent. Ce n'était pas un personnage très agréable. Il dirigeait un groupe d'hommes qui aimaient le pouvoir et s'en servaient quand ils le jugeaient approprié. Ils étaient responsables de la sécurité de l'empereur et du maintien de l'ordre. Mais le pouvoir, surtout absolu, finit par corrompre. Et en effet, Séjan a vu là une opportunité de servir ses ambitions. Et bien sûr, à chaque exécution, bannissement, exil ou soi-disant suicide, les soutiens d'Agrippine se faisaient de plus en plus rares. Finalement, en 29 après Jésus-Christ, ce fut son tour d'être arrêtée, jugée et exilée sur l'île de Pandateria où elle mourut de faim. Officiellement, on parla de suicide, mais personne ne douta réellement que Tibère avait donné l'ordre de ne plus lui donner à manger. Tandis que Tibère se distrayait à Capri, Séjan continuait à faire régner la terreur sur Rome. Mais il était le genre d'homme à se faire de nombreux ennemis, et son ambition démesurée finit par le perdre. Un jour, une âme bien intentionnée fournit à Tibère la preuve que son préfet complotait contre lui. Séjan avait peut-être été un serviteur fidèle, mais cela ne signifiait rien pour Tibère, qui donna ordre au Sénat de le supprimer au plus vite. Pour être sûr d'être tranquille, Tibère fit aussi tuer la plupart de sa famille et de ses amis. Parmi ses victimes innocentes figuraient les jeunes enfants de Séjan. Tibère avait donc éliminé ses opposants politiques, mais il était vieux et il n'avait maintenant plus de candidat pour lui succéder. Son fils Drusus était mort en 23 après Jésus-Christ. Il avait assassiné son propre neveu Germanicus, sa femme Agrippine et 2 de leurs fils. Mais il en restait un, il s'appelait Caius, et enfant, il avait été la mascotte de l'armée du Rhin, qu'il avait surnommé Caligula. Quels qu'aient été les sentiments de Caligula envers Tibère, il se garda de les exprimer. À l'adolescence, Caligula avait perdu presque toute sa famille. Il n'avait plus que ses sœurs. Il avait baigné dans un environnement de meurtre et de ce qu'on appellerait aujourd'hui de la maltraitance. Si vous ajoutez à ça le fait qu'il souffrait probablement d'épilepsie, comme le reste de sa famille, on peut penser qu'il avait développé un dédoublement de personnalité. Ses pensées et ses émotions n'étaient plus reliées entre elles. En outre, plus personne n'exerçait d'autorité sur lui. À partir du moment où il n'a plus eu auprès de lui son arrière-grand-mère Livia ou sa grand-mère Antonia, il n'a plus eu de contraintes morales. Enfin, il était sûrement atteint d'encéphalite. Tous ces facteurs ont fait qu'il était mentalement complètement incontrôlable. Tandis que Tibère, ravagé par le poids des années et de la débauche, voyait sa santé se dégrader, Caligula attendait son heure, remplaçant fidèlement le vieil homme au Sénat. En mars de l'an 37 après Jésus-Christ, Tibère rendit son dernier souffle. Macron, le nouveau préfet de la garde prétorienne, aida sans doute quelque peu la nature en étouffant le vieil homme avec un coussin. Les sénateurs romains entérinèrent sans discuter l'accession de Caligula à la tête de l'Empire. Il ne restait qu'un petit détail. Contre toute attente, Tibère avait désigné dans son testament son petit-fils Gemellus comme cohéritier de Caligula. Ce qui n'était pas pour arranger ce dernier. Caligula accueillit son jeune cousin les bras ouverts, l'adopta et se hâta de le faire exécuter. Par chance, le règne de Caligula fut court, moins de 4 ans, mais il fut particulièrement cruel et sanglant. Rome semblait être tombée entre les mains d'un fou, à côté duquel Tibère le débauché faisait figure de saint. Les débuts furent prometteurs, car Caligula n'était pas idiot.
il remit de l'ordre dans la vie publique de la cité et augmenta sa popularité en mettant un terme au procès pour trahison et en rappelant des Juliens qui avaient été bannis sous le règne de Tibère. Mais cela ne dura pas. Le comportement de l'empereur devenait chaque jour plus étrange. Les exemples de la folie et des excès de Caligula sont légendaires. Il a offert des bijoux somptueux à son cheval, Incitatus, pour lequel il avait fait construire une écurie de marbre avec des meubles. Il l'a même nommé prêtre, parce qu'une prophétie disait « Tu as autant de chances de devenir empereur que de traverser la baie de Naples à cheval. » Et donc, il a fait construire un ponton d'un côté à l'autre de la baie et l'a traversé sur le dos d'Incitatus. Comme s'il n'y avait pas eu déjà assez de preuves de l'instabilité mentale de l'empereur, celui-ci fut de plus frappé par une grave maladie cérébrale. Ben mince alors! Lorsqu'il se rétablit, les Romains commencèrent à prendre l'entière mesure de son sadisme et de sa mégalomanie. Grand, pâle et maigre, Caligula était prématurément chauve, ce qui l'affectait beaucoup. Regardé, même par mégarde, le crâne impérial était passible de la peine capitale. Les courtisans, que la nature avait dotés de longues boucles, eurent la sagesse d'adopter la même tonsure que l'empereur. Même s'il était dégarni au niveau de la tête, le reste de son corps était recouvert d'une épaisse toison. Aussi était-il interdit de prononcer le mot chèvre en sa présence. Caligula aurait fait le bonheur des caricaturistes d'aujourd'hui. Encore une, Caligula! Et même s'il y avait une forme de média, puisque les gens écrivaient des histoires, des livres, traçaient des graffitis, ceux qui se faisaient prendre savaient qu'ils étaient fichus. Ils savaient qu'il ne leur restait que quelques heures à vivre. C'était une situation où il ne pouvait y avoir qu'un seul gagnant, et c'était l'empereur. Ça peut être difficile de résister à l'establishment qui veut influencer le contenu de votre journal. Car quand il s'agit du gouvernement, c'est lui qui vous fournit une grande partie de vos sujets. Le gouvernement et les conseillers politiques distribuent les sujets aux journaux, un peu comme des bonbons. Parfois comme des récompenses, parfois comme des pots de vin. Pour se faire bien voir de l'empereur, les riches se mirent à le faire figurer dans leur testament. En retour, il fit ce qu'on pouvait attendre de lui. Il précipita leur mort. Le souverain était friand de procès pour trahison, au terme desquels les condamnés perdaient non seulement la vie, mais aussi leurs biens. Voilà le terrible moyen qu'avait trouvé Caligula pour financer ses dépenses exorbitantes. Lui et son entourage inventaient des accusations contre des gens très riches afin de mettre la main sur leurs possessions et continuer à mener leur vie de débauche. Plus ils avaient d'argent, plus ils avaient de pouvoir et plus ils pouvaient payer le soutien de ceux dont ils avaient besoin, sans aucune limite. Un jour, qu'un de ses ennemis de l'État s'avéra être sans le sou, on raconte que Caligula aurait soupiré « Quel dommage, il est mort pour rien ». Caligula était à l'évidence fou. Il fallait l'arrêter et des complots se tramaient contre lui. Beaucoup échouèrent, mais l'empereur dément finit par affronter son destin. Le 24 janvier de l'an 41 après Jésus-Christ, il fut assassiné par Cassius Chaerea, un vieux soldat qui avait succédé à Macron au poste de préfet de la garde prétorienne. Ce dernier étant tombé en défaveur avec les conséquences qu'on peut imaginer. Caligula avait pris l'habitude de se moquer des airs efféminés et de la voix aiguë de Cassius Chaerea. Visiblement, celui-ci finit par en avoir assez. Chaerea poignarda Caligula dans un couloir du palais. Il n'aurait sans doute pas été nécessaire de le larder de 30 coups de couteau pour l'achever, mais le préfet et ses hommes voulaient être sûrs qu'il ne l'avait pas raté. Pour faire bonne mesure, ils massacrèrent également sa femme et fracassèrent le crâne de sa petite fille. Rome, débarrassée du tyran, se réjouit. Mais qui devait lui succéder?
Caligula n'avait pas de fils et dans la confusion qui suivit sa mort, c'est son oncle Claude qui fut proclamé empereur. On a trouvé Claude recroquevillé de peur derrière un rideau du palais. Quelqu'un a écarté la tenture et il était là. Ils se sont dit qu'il ne serait pas un danger, qu'il pourrait le manipuler. Ils l'ont sorti de là, l'ont hissé sur leurs épaules et l'ont proclamé empereur. Ayant vu ce qui était arrivé à Caligula, Claude prit soin de s'entourer de gardes et d'espions. Ils étaient très efficaces et ne déjouèrent pas moins de 6 complots pendant les 12 années que dura son règne. Des centaines de gens le payèrent de leur vie. Claude avait cependant l'habitude quelque peu déroutante d'oublier qui il avait condamné à mort. Il lui arrivait donc de demander à ses serviteurs où se trouvaient ceux qu'il avait fait exécuter et pourquoi ils n'étaient plus là. Mais ce n'était qu'un exemple parmi d'autres de son étourderie. Il avait aussi la fâcheuse manie de s'endormir et de ronfler pendant les repas, jusqu'à ce que ses invités le rappellent à l'ordre en le bombardant à coups d'olives et de dattes. Réveille-toi, mon pote! Il a survécu parce que personne ne voyait en lui une menace. Il a survécu à Tibère et à Caligula. Il a aussi survécu à toutes les machinations des femmes de la famille impériale, de ses gens et de tous les autres ambitieux de la cour. C'est ce qui l'a sauvé. Les ragots auraient pu épargner le règne de Claude si celui-ci n'avait pas fait des choix aussi désastreux en matière de mariage. Il divorça de sa première femme, Plotia Urgulanilla, l'accusant de lubricité scandaleuse et de meurtre. Par lubricité scandaleuse, entendez adultère. Son second mariage avec Aelia Paetina, une femme assez terne, déboucha aussi très vite sur un divorce. Sa troisième femme, Messaline, était encore adolescente lorsqu'il l'épousa et Claude était loin d'être l'amant idéal dont pouvait rêver une jeune fille. Claude fermait les yeux sur les infidélités de sa jeune épouse. Mais Messaline finit par dépasser les bornes. Elle se maria en secret avec Gaius Silius, un homme puissant et populaire, et le couple commença à comploter contre Claude. Claude le découvrit et répliqua sans tarder. Il fit assassiner Silius et ordonna à Messaline de se suicider. Comme celle-ci ne parvenait pas à s'y résoudre, ses gardes l'y aidèrent gentiment. Claude était en train de manger lorsqu'on lui apprit la nouvelle de sa mort. Son seul commentaire fut « Passez-moi le vin ». Claude prit pour quatrième femme Agrippine la jeune, la sœur de Caligula. Elle était sa nièce et c'était donc, selon les normes d'aujourd'hui, un mariage incestueux. En fait, c'était aussi le cas au regard des normes romaines, mais les empereurs obéissent à leurs propres lois et en public, Claude parlait toujours d'Agrippine comme de sa fille. Agrippine la jeune n'était pas comme Messaline. Elle n'était pas assoiffée de plaisir, mais de pouvoir, à la fois pour elle-même et pour le fils qu'elle avait eu d'un premier mariage, Lucius. Elle persuada son mari, qui l'adorait, d'adopter Lucius et de le faire entrer dans le clan claudien sous le nom de Néron. L'étape suivante consistait à convaincre le vieil homme d'autoriser Néron à épouser sa fille Octavie. Mais il y avait un léger problème. Octavie était déjà fiancée à un charmant jeune homme. Agrippine la jeune se débarrassa de lui en s'arrangeant pour qu'il soit accusé d'inceste avec sa sœur. À présent, plus rien n'empêchait Néron d'épouser sa sœur adoptive. Ouais, première page! Agrippine la jeune sut se montrer convaincante et l'empereur donna sa bénédiction au mariage. Claude venait d'un seul coup de déshériter son fils naturel, Britannicus. Mais vers la fin de son règne, le vieil homme commença à avoir des regrets. Agrippine comprit que si elle n'agissait pas, tous ses projets pourraient s'écrouler. Dans la nuit du 13 octobre de l'an 54, Claude mourut subitement. Il semble qu'il n'ait pas très bien digéré les délicieux champignons qu'Agrippine lui avait préparés. Comme a dit par la suite Néron, les champignons sont la nourriture des dieux, puisque Claude est devenu dieu en mangeant des champignons.
Claude ayant quitté la scène, c'était au tour de Néron de faire son entrée. Le dernier des Julio-Claudiens et encore un despote tristement célèbre pour sa folie. Pourtant, les premières années de règne de Néron, guidées par les sages Sénèque et Burrus, furent un exemple de bonne administration. Ce sont en effet ces deux hommes, Sénèque et Burrus, qui exerçaient le pouvoir et distrayaient le jeune empereur. Néron était jeune quand il est devenu empereur, et il était encore adolescent. Ils se sont donc chargés de le divertir et de l'éduquer. Il travaillait et prenait les décisions les plus importantes sans lui, car il voulait remettre l'Empire sur les rails. Et ça a très bien fonctionné. En fait, les premières années de Néron ont été parmi les plus remarquables après le règne d'Auguste. L'empereur tomba cependant dans la débauche, la tyrannie et la folie absolue à une vitesse vertigineuse. Agrippine était révulsée par le luxe et la débauche dans lesquels vivait Néron. Elle fit tout pour que cela ne se sache pas officiellement, mais ne se gêna pas pour en parler tout autour d'elle à la cour. Grave erreur. Pour Néron, Agrippine devint rapidement un fardeau. Que peut faire un fils lorsque sa mère le gêne? Il essaya de l'empoisonner, mais échoua. Puis, il voulut la noyer, mais échoua encore. Cette femme ne voulait décidément pas rendre l'âme. Enfin, en l'an 59 après Jésus-Christ, Néron décida d'envoyer des hommes de main finir le travail. On raconte qu'Agrippine aurait soulevé ses vêtements et leur aurait suggéré de la frapper au ventre, là où elle avait jadis porté son monstre de fils. Dès lors, Néron échappa à tout contrôle. Ses orgies étaient toujours plus grandes et plus délurées. Il divorça de sa première femme, Octavie, puis la fit assassiner et présenta sa tête sur un plateau à sa maîtresse. Il épousa cette dernière, puis la fit tuer à son tour. Ces empereurs semblaient n'avoir aucun scrupule à montrer leur nature perverse et sadique à leur entourage. En fait, dans le cas de Caligula et de Néron, c'était de l'exhibitionnisme. Ils voulaient que les autres assistent à leurs frasques, ou plutôt, les autres étaient si insignifiants pour eux qu'ils ne comptaient pas, et eux faisaient ce qu'ils voulaient. Pour beaucoup d'écoliers, Néron est celui qui, en l'an 64 après Jésus-Christ, a regardé Rome brûler en jouant de la lyre. C'est sans doute une rumeur qu'on a fait circuler après coup. C'est une histoire plus que douteuse, mais il existe néanmoins des récits de l'époque selon lesquels Néron aurait été vu tout en haut des murs de la ville chantant la destruction de Troie. Il n'était pas en train de se ronger les ongles et de s'arracher les cheveux en se disant « Oh mon Dieu, que se passe-t-il » Visiblement, dans une certaine mesure, il appréciait le spectacle. C'est sûr qu'il était un peu tordu. Pourtant, il faut savoir qu'il a fait des efforts pour venir à bout du feu dans certains quartiers de Rome. Allez, allez! Néron accusa une petite secte de l'Est de l'Empire, les chrétiens, d'avoir allumé l'incendie. Nombre d'entre eux furent crucifiés ou sacrifiés aux bêtes sauvages des jeux du cirque. Ce fut le début d'une persécution systématique qui dura près de 300 ans. Néron avait toujours aimé la scène, et en l'an 67 après Jésus-Christ, il partit faire le tour de la Grèce, interprétant ses propres œuvres musicales et poétiques. Il participait à des concours, et personne n'était surpris de le voir gagner à chaque fois. J'adore! C'est super, super! Mais lorsqu'il revint à Rome, il se retrouva dans une situation très dangereuse. Néron était parti en Grèce poursuivant son ambition de se faire connaître comme athlète aux Jeux Olympiques. Il se voyait vraiment comme un acteur, un athlète, une superstar. Pendant qu'il était en Grèce, donc, il n'y avait personne pour gouverner Rome. Une foule de gens très ambitieux s'y pressait, et l'anarchie s'est vite installée.
Néron est revenu et les persécutions ont continué. Il faisait assassiner des sénateurs pour leur voler leurs biens. Et Rome était également touchée par la famine. La tension sociale a continué à monter. Ensuite, plusieurs branches de l'armée ainsi que la garde se sont révoltées et lui ont retiré leur soutien. C'était l'anarchie. Néron savait ce qu'on attendait de lui et pour une fois, il ne déçut personne. Le 9 juin de l'an 68 après Jésus-Christ, après avoir été désavoué par le Sénat, il se suicida. Ses derniers mots furent « Quel artiste périt avec moi ?» Un avis qui était loin d'être partagé par tous. Je pense qu'au XXe siècle, dans notre histoire très récente, on peut faire un parallèle entre les clans des Juliens et des Claudiens et ceux des Spencer et des Windsor. Dans les deux cas, il y a des mariages politiques entre deux dynasties. Il est question d'argent, de statut. Les choses ne sont pas aussi exacerbées aujourd'hui, bien sûr, parce que la reine et la famille royale n'ont pas le pouvoir absolu. Néanmoins, on peut faire un parallèle entre les deux, même s'il est très subtil. Avec la mort de Néron, la lignée des Julio-Claudiens s'achève. Pendant plus d'un siècle, les deux clans s'étaient battus pour Rome comme des chiens qui se disputent un os, ravageant la ville sans se soucier de ses habitants.